Je voulais vous présenter un premier chiffre qui était 0,5%. Alors ça paraît pas énorme comme ça, mais c'est la consommation mondiale d'électricité qui sera générée par l'IA en 2027. 2027, c'est dans 2 ans. Ce chiffre paraît pas énorme dit comme ça, mais ce qui est plus inquiétant, c'est le fait qu'il soit exponentiel puisqu'on en est au début et qu'on ne sait pas encore où va aller l'intelligence artificielle. Des solutions pour rendre l'IA moins énergivore qu'on peut définir comme frugale. Donc il y a aussi des normes qui sont en train de se construire avec l'AFNOR pour rendre ces IA moins consommatrices en énergie, mais aussi en ressources naturelles. Donc il y a une phrase qui revient en fait et qui est un leitmotiv dans l'IA frugale. Finalement, l'IA la plus frugale, c'est celle qu'on n'utilise pas. Voilà, dit ça, on arrête l'IA, on n'en parle plus. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire en fait que l'IA ne doit pas être la solution numéro 1 à tous nos problèmes et à toutes les problématiques. Je voulais mettre cette base-là avant d'entrer dans le vif du sujet et de se demander en fait en quoi l'IA peut se mettre au service de l'environnement. Et donc ce qui est assez fabuleux quand même avec cette technologie-là, c'est leur puissance évidemment. Et c'est leur capacité à analyser des masses de données bien au-delà de ce que nous, avec notre cerveau humain, on pourrait faire. Donc en sachant que nous sommes dans un état d'urgence climatique, malgré ce que disent certaines personnes de l'autre côté de l'Atlantique, pourquoi se priver en fait d'une aide aussi puissante pour lutter contre cette urgence et ces effets qui sont déjà là. Donc c'est tout le paradoxe de l'IA en fait, qui est à la fois un problème et à la fois peut être une solution vu l'urgence à laquelle il faut qu'on fasse face. Et c'est justement aussi très important, c'est tout l'enjeu d'un programme qui est très ambitieux de la Commission européenne. Et là, je vais parler beaucoup d'Europe parce que finalement l'Europe se positionne quand même sur ces sujets-là, qui s'appelle Destination Earth, qui vise à concevoir un jumeau numérique de la Terre. Et donc l'objectif est multiple en fait. Il s'agit de surveiller, de simuler, de prédire l'interaction entre les phénomènes naturels et les activités humaines pour mieux comprendre les effets du réchauffement climatique. Parfait, et ben voilà, on va pouvoir avancer un petit peu, voilà, et avoir les clés en fait pour trouver les solutions, ralentir ces effets et surtout protéger les populations puisque malheureusement certains effets sont déjà inévitables. À moins grande échelle, mais quand même assez importante, nous avons également, pour le livre, interrogé des chercheurs du CNRS qui travaillent sur les smart cities, notamment à Singapour, qui est vraiment la ville pilote sur tous ces sujets-là, et qui prône donc l'utilisation des nouvelles technologies pour arriver à des modes de vie urbains plus durables. En France aussi, il y a des initiatives, alors c'est peut-être un peu moins énorme qu'à Singapour où il y a vraiment toutes les initiatives qui sont consacrées, qui sont concentrées sur la ville, mais en France aussi on a des solutions pour limiter l'empreinte carbone sur les territoires. Donc, dans cet exemple ici, c'est la meilleure gestion des feux de circulation. Afin de fluidifier le trafic et éviter en fait que les émissions des voitures stagnantes pendant les bouchons. Donc cet exemple-là, c'est Odevia, donc qui est particulièrement intéressant parce que souvent ces solutions-là, c'est beaucoup de capteurs qui truffent la ville pour détecter la circulation. Et là, en fait, Odevia se sert des données mobiles en temps réel, donc avec des applications comme Waze par exemple, avec des données anonymisées évidemment, pour savoir quel est l'état de la circulation et gérer au mieux. Un tout autre secteur d'activité qui est très intéressant parce que lui aussi il est au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique. Il est à la fois un problème et à la fois une solution, un peu comme l'IA. Aujourd'hui, l'agriculture est très connectée. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui se servent d'applications pour mieux gérer la consommation de pesticides, mieux gérer aussi l'arrosage de leur culture, etc. Les deux exemples qui sont là sont un peu... Il y en a un, Ombrea, qui est très opérationnel, puisqu'il s'agit finalement d'avoir des ombrières qui donnent la meilleure microclimat au-dessus des cultures pour qu'elles se développent de la bonne façon et les protéger de trop de soleil ou de trop de pluie, etc. Et en plus, elle produit de l'énergie solaire. L'autre exemple, il est un peu rigolo parce qu'il fait penser à Mad Max un peu. Donc c'est Futura Gaia. En fait, là, Futura Gaia, ils sont partis du principe que bientôt on n'aura plus de terre arable. Voilà, donc catastrophe quoi. Mais pourquoi pas. Et donc grâce à l'analyse des données, donc ils font de la culture hors sol, et grâce à l'analyse des données en temps réel sur le développement des tomates, des salades, etc., ils sont
capable en fait de donner exactement la bonne dose d'eau, la bonne dose d'engrais au millimètre près pour éviter d'utiliser encore une fois trop d'eau, etc. Et là, on est vraiment sur une solution un peu futuriste et un peu catastrophiste au cas où voilà, tout n'aille pas comme on le souhaiterait. Exemple aussi important, parce que la biodiversité, c'est souvent le parent pauvre quand on parle d'environnement, on parle d'empreinte carbone, etc. Mais tout est lié. Et l'IA, en fait, il y a énormément de solutions pour protéger notre biodiversité. Et j'aimerais vous parler de 2 exemples. Alors, le premier exemple, il était là, voilà. C'est passé aux États-Unis. Donc, j'avais interviewé Félix Michaud en visio. C'est un doctorant spécialiste de la bioacoustique qui a travaillé sur un projet du MIT sur l'analyse de la réhabilitation d'une ancienne exploitation de canneberge. Et en fait, avec des capteurs sur cette zone, alors là, il a fallu des capteurs, ils ont enregistré des milliers d'heures d'écoute pour savoir quelles espèces étaient revenues et au bout de combien de temps, etc. Voilà, donc avoir vraiment l'analyse de comment une ancienne exploitation, une friche industrielle, etc., comment la nature reprend ses droits, en fait, et analyser tout ça pour peut-être reproduire des choses sur d'autres sites. Et Félix Michaud, ce qu'il raconte, c'est que c'est intéressant, c'est qu'il s'est mis à l'IA. Lui, il n'était pas du tout spécialiste de l'intelligence artificielle, mais en fait, il ne voyait pas comment faire autrement pour analyser toute cette masse de données sans que ça prenne des années, quoi. Le deuxième exemple est plus opérationnel, puisque c'est la lutte contre le braconnage. Donc là, c'est l'exemple de Hack the Planet, mais il existe bien d'autres initiatives du même style. En fait, grâce encore une fois à des capteurs, ils détectent des bruits caractéristiques du braconnage, donc des ronflements de voitures, des bruits de fusils, enfin des choses comme ça. Et ça permet en fait aux autorités d'agir assez vite et de pouvoir arrêter ces personnes, ou en tout cas arrêter avant qu'ils fassent un massacre. Et donc j'en terminerai avec les exemples inspirants pour une IA au service de l'humain, avec la biodiversité sous-marine. Là, c'est pareil, en fait, il y a énormément d'initiatives qui se font, qu'on décrit dans le bouquin. Là, j'ai pas le temps de vous dire tout ce qu'il y a dans le bouquin, évidemment. Et donc, sans les technologies d'IA, toutes ces solutions-là ne seraient pas aussi efficaces, donc notamment sur l'analyse des cartographies marines, sur la surveillance de la surpêche. Donc, malheureusement, ce matin, j'écoutais sur France Inter, parce que tout ça, c'est quand même des choses qui sont assez c'est international. Hein. Et donc, voilà, j'écoutais ce matin qu'avec le sabrage sur le climat et sur la science au niveau des États-Unis, ça pouvait remettre en cause ce genre d'initiatives qui sont quand même vraiment importantes et fondamentales même. Donc, j'en termine avec, encore une fois, reparler d'Union européenne. Parce que la bonne nouvelle, c'est que, bon, voilà, comme on dit ici, de l'autre côté de l'Atlantique, ça repart un petit peu en arrière. L'Europe se positionne quand même politiquement, en tout cas sur une IA au service de l'humain, avec une volonté de décarboner l'IA, donc je parlais d'IA frugale, etc. tout à l'heure, et en même temps de trouver des solutions AI for Green. Donc, on voit aussi que pour le moment, donc là j'ai repris un peu les citations qui ont été faites au sommet pour l'action sur l'IA à Paris, et voilà, ce sont des femmes qui s'impliquent sur ces sujets-là, donc des femmes politiques qui parlent d'IA et d'environnement, donc c'est plutôt inspirant aussi. Je vais conclure. Très bien. Donc, ce que je peux dire pour conclure tout ça, c'est que oui, l'IA est une bonne piste pour nous aider à nous adapter au changement du climat. Est-ce qu'on a le choix, de toute façon, mais aussi tenter de freiner ses effets. Quoi qu'il en soit, il est quand même important de rester vigilant sur nos usages pour que le médicament soit pas pire que le mal. Donc toujours mesurer pour voir si effectivement, on prend cette solution-là pour régler ce problème environnemental, mais est-ce que c'est la solution ? Elle dépense pas plus d'énergie qu'elle va en faire gagner, etc. Donc ça, c'est vraiment fondamental, toujours d'interroger ça. Et l'autre, on va dire, aspect où je crois qu'il faut être vigilant, c'est sur l'IA frugale, encore une fois, parce qu'une IA qui est moins énergivore, chouette, alors on va pouvoir en faire plus. Elle va coûter moins cher. Donc on est sur encore un effet rebond. Et là, c'est aussi dangereux, en fait. Donc l'IA frugale, oui, mais c'est pas pour en faire encore plus et à mauvais escient. Ensuite, je pense qu'il faut garder en tête toujours encore que l'IA doit rester au service de l'humain et du vivant. Malheureusement, on en voit les dérives. Tout à l'heure, on parlait de cybersécurité, etc. Voilà, c'est important. Je pense qu'on maîtrise les usages de l'IA.
Ce qui est important aussi, c'est de voir que l'Europe se positionne là-dessus, sur la régulation. Moi, je pense que la régulation est une bonne chose quand on parle d'outils aussi puissants qui peuvent être retournés contre l'humain. Je pense qu'on peut maîtriser les usages de l'IA et ayant une réglementation forte, mais qui ne soit pas un frein. Je répète finalement ce que nous a dit tout à l'heure, que ce ne soit pas un frein à l'innovation. Et je pense que là, on aura fait un bon bout de chemin.